au laboratoire de Mons, en Belgique. Es una investigadora belga que trabaja en la Universidad de Mons, en Bélgica. Si on regarde l'activité d'Alexandra Belaïev, c'est plus de 100 publications signées ou co-signées. Ha hecho más de 100 publicaciones firmadas por ella o en colaboración con otros investigadores. Sa première publication date, si j'ai bien vu, bien cherché, de 1982. La primera publicación es de 1992. Mais son travail sur la FSHD a commencé en 1995. Pero su trabajo real en FSHD empezó en 1995. Elle a publié plus de 50 publications sur la FSHD. Tiene más de 50 publicaciones sobre la FSHD. Son travail a été mené par une intuition que cette partie répétitive D4Z4 devait contenir quelque chose d'important pour la FSH. Su trabajo viene de la intuición de que esa parte de D4Z4 que se repite tenía que tener algo que ver con la FSHD. Cette intuition a été très importante. Son travail s'est concrétisé en 2007 par la visualisation de l'expression du gène DUX4 dans les cultures FSH et dans les biopsies FSH. Y esa intuición se confirmó cuando en 2007 empezaron a encontrar la proteína y el gen DUX4 tanto en cultivos celulares como en biopsias musculares. En 2007, et c'est en 2010 qu'un consortium international de recherche a validé l'existence de DUX4, mais là par une approche génétique. Y en 2010 se validó por una investigación genética que realmente el DUX4 está implicado. Donc, elle mérite tous vos applaudissements par son intuition, par la quantité de son travail et par sa présence constante auprès des patients. Elle n'a jamais rechigné à venir expliquer, vulgariser auprès des patients. Merci à Alexandra. Ella merece este aplauso por su intuición, por su trabajo y porque siempre ha querido estar con todos los afectados y nunca ha rechazado venir a explicar de una manera llana ese trabajo y de su investigación. Merci Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel. No aprendió, disculpame. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel por invitarme. Estoy muy feliz de haber venido a Burgos con mi amiga María. Estoy triste de no poder seguir hablando español. Muchas gracias a Angela por traducirme en español. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour le superbe logo que vous avez choisi pour votre association. C'est vraiment magnifique. Felicitaros por el logo fantástico que habéis elegido para la asociación. Notre corps est constitué d'un très grand nombre de cellules. Voilà un exemple d'une cellule ici sur le côté. El cuerpo tiene muchísimas células y ahí vemos el ejemplo de una célula. Dans la cellule, il y a un compartiment très particulier qui s'appelle le noyau, où se trouvent nos chromosomes. En la célula hay un espacio muy particular que es el núcleo que contiene los cromosomas. Et toutes les cellules d'un individu ont le même programme génétique, donc toutes nos cellules contiennent les mêmes chromosomes. Todas las células de un individuo tienen el mismo programa genético, por lo tanto, todas las células tienen los mismos cromosomas.
Pourquoi? Parce que toutes nos cellules proviennent d'une seule cellule de départ, qui est la rencontre entre le spermatozoïde de votre papa et l'ovocyte de votre maman. Y eso porque todas las células provienen de una primera célula, consecuencia del encuentro entre el óvulo materno y el espermatozoide paterno. Et le spermatozoïde apporte 23 chromosomes, l'ovocyte contient 23 chromosomes, donc au total, la première cellule de l'embryon, qu'on appelle le zygote, va contenir 23 paires de chromosomes. El espermatozoide aporta 23 cromosomas, el óvulo 23 cromosomas, al juntarse hacen una célula que tiene 23 pares de cromosomas y es esa célula la que empieza a dividirse. Alors on va regarder de plus près de quoi sont constitués les chromosomes. Ils sont constitués de l'ADN. Et vous voyez ici la très jolie structure de la double hélice d'ADN découverte par Watson et Crick en 1953. ¿De qué están hechos los cromosomas? De ADN. Y ahí vemos la hélice, la doble hélice de ADN, descubierta por Watson y Crick en 1953. On va regarder de plus près cet ADN. Et donc l'ADN est constitué de deux chaînes. Alors on va s'intéresser à une chaîne. Voilà, une chaîne. Elle est formée avec 4 sortes de maillons différents. Mirando de más cerca, está formada cada cadena por eslabones y están 4 letras muy importantes formando esos eslabones. Et donc on peut comparer l'ADN à un texte qui serait écrit dans une langue où il y a seulement 4 lettres différentes. Así el ADN se puede comparar a un lenguaje que se escribiría solamente con 4 letras. Et donc comme en espagnol, l'ordre des lettres définit l'information portée par le texte. Y así el orden de las letras define la información que contiene el texto. Alors dans l'ADN, il y a 2 brins et en fait, les 2 brins sont complémentaires. Pourquoi? Chaque fois que l'on va avoir un A sur un brin, on a un T sur l'autre. Chaque fois qu'on a un C sur un brin, on a un G sur l'autre. Donc quand on connaît les lettres d'un brin, automatiquement on peut déduire les lettres du second brin. Así, la doble hélice lleva 2 hebras y estas hebras son complementarias. Cuando hay una A en una hebra, en la de enfrente hay una T. Y cuando hay una G, hay una C enfrente. Así, conociendo la composición de una hebra, podemos conocer también la de la otra hebra. Et donc la cellule utilise ce système des 2 brins parce qu'il y a un des brins qui est une sorte de backup de l'autre brin. La célula utiliza este sistema doble porque así una hebra es el recuerdo para la otra hebra. Tu peux traduire? Un gen es un segmento de ADN que tiene la receta para hacer una proteína. Alors les protéines, eh bien, il y en a des milliers de différentes. Tout notre corps est fait avec des protéines différentes. Hay miles de proteínas y todo nuestro cuerpo está hecho con muchas proteínas diferentes. Donc vous voyez la petite dame sur ce dessin. Évidemment le texte qui est écrit autour est trop petit pour le lire. Je ne vais pas avoir le temps de tout vous expliquer, mais c'est pour vous dire que toutes les parties de notre corps sont faites de protéines. Par exemple, les cheveux et les ongles, ce sont des protéines. Les muscles, ce sont des protéines. Ce sont des protéines qui vous permettent de faire la contraction musculaire. Ce sont des protéines qui transportent l'oxygène dans votre sang, etc., etc. El cuerpo está hecho todo de proteínas, por ejemplo, el pelo y las uñas son proteínas, los músculos son proteínas que permiten hacer la contracción muscular, la sangre lleva proteínas que permiten llevar el oxígeno hasta músculos y todos. Alors, pour faire un exposé simple, nous allons, à partir de maintenant, comparer les protéines à des gâteaux, ou en anglais des cookies. Ahora, para comprender mejor, compararemos las proteínas con galletas, en inglés cookies. Donc, on va
regardez l'expression d'un gène. Nous retrouvons notre cellule avec son noyau. Dans le noyau se trouve l'ADN. L'ADN un morceau d'ADN, c'est un gène qui porte la recette pour faire un gâteau. Así miramos dentro de una célula, vemos cómo se va a expresar un gen. Dentro del núcleo está el ADN, que un trozo de ADN es un gen que lleva la receta para fabricar una galleta. Et le noyau est comme une bibliothèque centrale où se trouvent tous les livres de recettes. Donc les livres de recettes, ce sont les chromosomes qui ne peuvent pas sortir du noyau. Ils restent dans la bibliothèque. El núcleo sería como una biblioteca central donde están todos los libros que contienen las recetas, que no pueden salir del núcleo, no pueden salir afuera. Los libros tienen que quedar dentro del núcleo. Donc, comment va faire la cellule quand elle a besoin d'une protéine? Eh bien, elle va faire une copie d'un gène, et cette copie s'appelle l'ARN messager. Et cette copie peut sortir du noyau et aller dans la cuisine pour faire fabriquer la protéine dont il porte la recette. Así una célula, cuando necesita una proteína, lo que hace es copiar el trozo de ADN mediante el ARN mensajero, que él sí que puede salir del núcleo e ir hasta el sitio que sería la cocina, donde se va a fabricar la proteína. Alors, il peut y avoir un problème, c'est que certaines copies, certains gènes, certaines recettes ne sont pas nécessairement toujours faciles à lire. Il peut y avoir une sorte de cache qui va se mettre sur certains gènes. Puede haber un problema y sea que la lectura de algunos genes no siempre sea fácil, que haya como algo que oculte e impida la lectura de ese gen. Et donc ce problème, c'est ce qu'on appelle la chromatine. Donc l'ADN dans le chromosome, vous voyez ici un chromosome. À l'intérieur de ce chromosome, nous avons de l'ADN, donc on a débobiné tout ce qu'il y avait dans le chromosome pour nous retrouver avec l'ADN Watson-Crick, la double hélice. Así el cromosoma tiene la cromatina. La cromatina contiene esa hebra fina que es la doble hélice de ADN. Donc dans le chromosome, on doit rentrer un ADN qui est très très long. Si on débobine tout l'ADN qu'il y a dans les chromosomes d'une de nos cellules, on obtient un fil qui va faire 1,80 m de long. Así, tenemos que introducir esa hebra de ADN que si la desenrollamos mide 1,80 m, esa hebra hay que compactarla para poderla introducir dentro del núcleo. Et donc pour arriver à le compacter, cet ADN va être associé à des protéines et qui vont former des petites structures qui ressemblent à des perles. Voilà des exemples ici. Et ces perles, on les appelle les nucléosomes. Et ces perles vont permettre de compacter l'ADN pour arriver à le rentrer dans un tout petit chromosome. Para permitir esa compactación se utilizan proteínas que forman esas estructuras en forma de perla que se llaman nucleosomas y permiten que se vaya enrollando y compactarlo para introducirse en el cromosoma. Alors pourquoi c'est important de vous expliquer ce détail? Parce que nous allons avoir deux sortes de chromatine. Nous pouvons avoir de la chromatine compacte, ici encadrée en rouge. Vous voyez que là, l'ADN est complètement caché. Et donc, s'il y a là un gène avec une recette pour une protéine, ce gène-là ne pourra pas être copié et la protéine ne sera pas fabriquée. On dit que le gène est off. La cromatina puede estar compactada, como se ve en el recuadro rojo. En esa situación, la doble hélice está totalmente oculta. Y si hay ahí un gen, ese gen se dice que está off, callado, porque no se podría leer. Está en una cromatina compactada, la hebra queda oculta. Et donc pour faire référence à ce qu'a dit mon prédécesseur, on va trouver aussi une modification de l'ADN dans cette chromatine compacte. On va trouver que l'ADN est méthylé. Donc c'est une petite marque chimique qui est mise sur l'ADN quand il va se trouver dans une chromatine compacte. Et c'est important de vous en parler parce que c'est une chose à laquelle on fait attention quand on fait le diagnostic de la FSHD.
En la cromatina compacta se encuentra el ADN metilado y es una pequeña marca que es importante de conocer porque es importante para el diagnóstico. Alors, la chromatine pouvait être fermée, elle peut être ouverte. Là, c'est dans le cadre vert. Et donc, dans ce cas-là, l'ADN n'est pas méthylé. Vous voyez que l'ADN devient accessible. Il va pouvoir être copié sous forme d'ARN messager et la protéine pourra être fabriquée. On dira que le gène est on. En caso de que el gen esté abierto, on, como es en el recuadro, vemos que la hebra de ADN está libre y podría ser copiada. En ese caso, el ADN no está metilado. La causa de la FSHD, por lo tanto, es la activación del gen DUX4 dentro de la célula muscular. Alors nous voyons ici une autre représentation de chromosome. Donc la ligne horizontale, ici, vous représente la fin du chromosome 4. Donc à cette échelle, si on voulait voir l'entièreté du chromosome, on devrait aller jusqu'à la cathédrale de Burgos. Aquí está representado el final del cromosoma 4. Para verlo entero el cromosoma habría que hacer esta línea hasta la catedral de Burgos. Alors les chiffres que vous voyez là indiquent le nombre de lettres qu'il y a sur ce chromosome depuis le début. Donc on est ici aux alentours de 190 millions de lettres. Ese número indica la cantidad de letras que hay en el cromosoma desde su inicio. Y aquí estamos alrededor de 191 millones de letras, acabando el cromosoma. Okay. Donc on voit ici des flèches. Chacune de ces flèches vous indique un gène qui se trouve sur cette fin du chromosome 4. Cada una de esas flechas indica un gen que se encuentra en esa región del final del cromosoma 4. Et ceux d'entre vous qui ont lu sur la FSHD ont déjà croisé le gène HANT1 qui est étudié à Montpellier, le gène FRG1 qui est étudié par Rossella Köppler en Italie, etc. Los que sabéis de FSHD reconocéis el gen HANT1 que estudian en Montpellier, FRG1 que se estudia en Italia y los otros. Alors, donc là, chaque flèche correspond à une recette pour une protéine. Así, cada flecha correspondería a una receta para una proteína. Et ce qui est très étrange, c'est qu'à la fin du chromosome, il y a toutes ces petites flèches qui vous représentent des éléments répétés, des bégaiements d'ADN. Lo que es extraño es que al final aparecen todas esas flechitas que son repeticiones de porciones, que es como una repetición del mismo trozo. Okay. Et donc à l'intérieur de chacune de ces unités, donc les unités répétées s'appellent D4Z4. Esas unidades que se repiten se llaman D4Z4. Et à l'intérieur de chaque unité, il y a un gène DUX4. Y dentro de cada unidad hay un gen DUX4. Et donc ça, ce sont des choses qui ont été découvertes par Jay Lewitt en Angleterre et mon équipe. Eso fue descubierto en Inglaterra por Hewitt y por el equipo de ella, Alexandra Belayev. On va regarder de plus près ces éléments répétés. Donc l'unité répétée fait 3300 lettres d'ADN. Mirando de más cerca esas unidades que se repiten, cada unidad que se repite contiene 3300 letras. Et derrière les unités répétées, il y a une région qui s'appelle PLAM et qui n'est pas répétée. Y al final de esas unidades repetidas hay una unidad que se llama PLAM y que no está repetida. À l'intérieur de chaque unité, on trouve la recette du DUX4 que j'ai indiquée ici en vert et le début de la partie qui va être copiée pour faire le messager avec la recette de DUX4. Dentro de cada zona repetida se encuentra el gen DUX4, que está representado en verde, y la flecha indica el principio que permite que esa receta se copie. Et donc ça, ce sont des découvertes faites dans mon laboratoire. Alors ce qui est très intéressant et qui était tout à fait inattendu, c'est qu'il n'y a pas de fin du gène dans chaque unité,
Et la fin du gène doit se trouver dans la région PELAM. Esto lo descubrieron en su laboratorio y lo que era inesperado y fue muy interesante es que no hay un fin, sino que el final sería una señal de una repetición de As, que se llama poli A, y tiene que estar incluida dentro de la región PELAM para ser el final. Donc la dernière unité DUX4 va porter la recette de DUX4 ici, et puis va s'étendre plus loin. On va avoir la copie de cette unité sous forme d'un messager qui commence ici et continue au-delà de l'unité des 4Z4 pour entrer dans la région PELAM et trouver là la fin qu'on appelle le signal poly-A. El último DUX4 entonces empieza en el principio de la unidad de repetición y se extiende hasta introducirse dentro de la región PELAM donde encuentra la señal poly-A que es el fin. Et donc le seul gène DUX4 complet qui a le début, la recette et la fin, c'est le dernier qui est encadré ici en blanc. El único gen DUX4 que es completo, que tiene el principio, la receta y el final, es este que está encuadrado ahora en blanco. Et donc la présence de ce signal poly-A existe seulement sur une certaine variété de chromosomes 4 que l'on appelle les chromosomes 4QA. Esa señal de final poly-A solamente está en la variedad de cromosoma 4QA. Donc les deux conditions pour développer la FSHD, c'est d'avoir le gène DUX4 complet, donc un chromosome 4QA avec le gène DUX4 complet. Así, las dos condiciones para desarrollar FSHD es tener el gen DUX4 completo dentro del alelo 4QA et une chromatine ouverte, donc avec un ADN qui est peu méthylé. Y que al mismo tiempo la cromatina esté abierta, estando el ADN poco metilado. Donc la chromatine ouverte va permettre de copier le gène DUX4 sous forme de messager, et la présence du signal poly-A va permettre au messager d'être stable pour produire la protéine. La cromatina abierta, hipometilada, permite que esa receta se copie y la presencia de la señal poly-A ejerce de final y permite que se termine de copiar la receta. Donc quand on a un chromosome 4QA et une chromatine ouverte, on retrouve ici notre cellule, la recette de DUX4 va pouvoir être copiée, le messager va être stable grâce au poly-A, et grâce à cela, il va pouvoir aller faire produire la protéine, le gâteau, qui dans ce cas-ci est une protéine toxique DUX4. Así volvemos a encontrar la célula, tenemos un ADN que se puede copiar porque la cromatina está abierta y el ARN mensajero para salir del núcleo es estable gracias a que tiene la cola poly-A, y estas dos circunstancias hacen que llegue hasta la cocina y pueda fabricar la proteína. Donc nous allons nous poser d'abord la question du rôle normal de la protéine DUX4. Ahora, ¿cuál es la función normal de la proteína DUX4? Jusqu'ici, vous avez toujours entendu dire du mal de DUX4. Moi, je vais vous dire du bien de DUX4. Hasta ahora solamente hemos oído hablar mal del DUX4. Ahora vamos a decir algo bueno de él. Donc voici une protéine, un exemple de protéine gâteau. Un ejemplo de proteína que sería una galleta. Il faut avoir de l'ordre dans la cellule. Il y a des tas de réactions complexes qui se passent dans la cellule. On a besoin d'ordre et pour cela, il faut des chefs. Hay muchas reacciones complejas que se dan dentro de una célula y para eso se necesita que haya orden. Y para ese orden necesitamos que haya jefes, galletas jefe. Donc, un gâteau chef comme DUX4, il va activer ou bloquer certains gènes selon les besoins de la cellule. Una galleta jefe como DUX4 activará o bloqueará otros genes según las necesidades de la célula. Alors, imaginons
une cellule complexe l'organisation qu'il faut à l'intérieur d'un embryon. Imaginemos una célula compleja, por ejemplo, dentro de un embrión, toda la organización que es necesaria en su interior. Donc nous allons avoir un chef numéro 1 qui donne des ordres au chef numéro 2, qui donne des ordres à d'autres personnes. Le chef numéro 1 donne aussi des ordres au chef numéro 3, etc. Los jefes se organizan jerárquicamente, van dándose órdenes de unos a otros. Alors, le développement de l'embryon, nous avons vu tout à l'heure le spermatozoïde du papa et l'ovocyte de la maman qui se rencontrent pour faire la première cellule, le zygote. Hemos visto que el embrión empieza a formarse cuando se encuentran óvulo y espermatozoide para hacer la primera célula, que es el cigoto. Cette cellule va se diviser en deux, chacune des deux va se diviser en deux, on aura 4 cellules qui se divisent pour en donner 8, etc. Esa célula se divide en dos, cada una de las hijas en dos, y van dividiéndose así, cada célula de dos en dos. Alors, dans le zygote, les gènes qui proviennent de la maman, ceux qui étaient dans l'ovocyte, ils sont endormis. Dentro del cigoto, los genes que vienen de la madre están dormidos. Et pour que la première cellule se divise pour donner 2 cellules et commencer le développement de l'embryon, il faut réveiller les gènes maternels. Y para que esa primera célula se divida, hay que despertar esos genes maternos. Il faut un prince charmant. Hace falta un príncipe encantado. Et qui est le prince charmant? ¿Y quién es? Dux4. Dux4. Donc Dux4, c'est le chef du début de l'embryogenèse. C'est lui qui va intervenir dans le zygote pour réveiller les gènes maternels et permettre de passer au stade de 2 cellules. Dux4 es el jefe del principio de la embriogénesis. Es el que provoca la primera división celular y permite que esa célula pase a ser 2 y siga esa multiplicación. Et donc, aucun de nous ne serait vivant s'il n'y avait pas eu le prince charmant Dux4 pour réveiller les gènes de notre maman dans notre zygote. Ninguno de nosotros estaría vivo si no hubiera existido el príncipe encantado Dux4 para despertar los genes maternos que estaban dormidos. Ça, c'est très bien dans un embryon. Maintenant, nous allons nous intéresser à une cellule de muscle. Là aussi, il faut toute une organisation, une cascade de chefs. Eso estaba muy bien dentro de un embrión. Ahora vamos a interesarnos por la célula muscular, donde también hace falta que haya orden y una jerarquía de jefes y subjefes. Si on met le chef de l'embryon dans une cellule de muscle, c'est la catastrophe. Si ponemos el jefe embrionario dentro de una célula muscular, es una catástrofe. On va avoir un désordre complet, des gènes qui normalement sont au repos dans le muscle vont être activés comme dans l'embryon. Porque genes que normalmente tienen que estar en reposo dentro de la célula muscular van a ser activados como ocurría en el embrión. Et donc ça va causer des tas de problèmes dans le muscle et notamment la fonte du muscle, l'atrophie. Y esto va a causar muchísimos problemas dentro del músculo y sobre todo la pérdida de masa muscular, la atrofia muscular. Donc en résumé, Dux4 dans le muscle, c'est un gâteau chef qui est fou. Así, el Dux4 dentro del músculo es un jefe que está loco. Et donc il faut le neutraliser. Y por tanto hay que neutralizarlo. Ça va pour tout le monde? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Donc je vais vous parler brièvement des stratégies que les chercheurs développent pour essayer de neutraliser Dux4. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas que los investigadores buscan para intentar neutralizar este Dux4? Alors, la stratégie générale, nous avons une cellule de muscle, le muscle d'une personne qui n'est pas atteinte de FSHD. Nous allons mettre dedans Dux4 et la cellule va mourir.
Así ponemos una célula muscular normal, sin FSHD, se introduce dentro de esa célula DUX4 y el resultado es que la célula muere. Donc, une première stratégie, c'est de prendre une cellule de muscle plus DUX4, plus une substance X que l'on va tester, et on va rechercher parmi 100 000 substances chimiques celle qui permet à la cellule de ne pas mourir. Una primera estrategia es buscar una sustancia X que, añadida a ese conjunto de célula muscular más DUX4, impida que la célula muera. Y esa sustancia se va a buscar entre miles de moléculas que se van a testar. Des centaines de milliers. Cientos de miles. Une deuxième stratégie, c'est de prendre une cellule d'un patient. Donc vous savez qu'on vous a souvent demandé de faire des biopsies, et bien vos cellules de muscles vont de temps en temps exprimer DUX4, ce qui leur fera beaucoup de mal. Donc ici, on va essayer d'agir pour empêcher la présence de DUX4 en mettant la substance X. Donc on prendra des cellules de muscles FSHD, plus le produit chimique X, des centaines de milliers de produits X, et on va regarder si DUX4 disparaît. Una segunda estrategia es utilizar una célula muscular afectada de FSHD que provenga de una biopsia que se haya hecho a una persona afectada y a esa célula añadirle esa molécula, entre cientos de miles que se está testando, y ver si el gen DUX4 desaparece de la célula. La protéine DUX4 La disparaît. proteína ya no deja de aparecer. Alors, si ça marche, eh bien, la substance X pourrait peut-être devenir un médicament pour la FSHD. Si esto funciona, esa sustancia X podría convertirse en un medicamento para la FSHD. Il faudra vérifier que cette substance X n'est pas toxique et qu'elle n'empêche pas la régénération des muscles. Hay que asegurarse de que esa sustancia no sea tóxica y no impida la regeneración muscular. Alors, première stratégie, c'est d'empêcher la copie du gène DUX4. Donc on va essayer de rendre la chromatine compacte pour cacher le gène DUX4. La primera estrategia sería impedir que el gen DUX4 se copie, por lo tanto una manera sería compactando la cromatina. Évidemment, si on ne peut pas copier le gène DUX4, il n'y aura pas de messager, il n'y aura pas de protéine. Así no hay ARN mensajero y no hay proteína. Deuxième stratégie, empêcher la production de la protéine DUX4. Donc ici, le messager va être fabriqué, mais on va essayer de le détruire. La segunda estrategia sería impedir que se fabrique la proteína. Dejamos que se forme el ARN mensajero, pero lo bloqueamos. Et donc, si on détruit l'ARN messager, on n'aura pas la protéine toxique. Así, si lo destruimos o bloqueamos, no se hace la proteína. Troisième stratégie, on va laisser le gène copier, on va avoir le messager va permettre de produire la protéine DUX4. Une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que la protéine DUX4, pour pouvoir jouer son rôle de chef, elle doit entrer dans le noyau. Una cosa que no nos había dicho es que esa proteína DUX4, para poder ser un jefe, tiene que volver a entrar dentro del núcleo. La tercera, il va fonctionner comme chef et activer les gènes de l'embryon dans nos cellules de muscles. donde cuando vuelve a entrar al núcleo, vuelve a activar los genes embrionarios. Donc on va empêcher DUX4 d'entrer dans le noyau, on va le coincer en dehors du noyau. Así, la tercera estrategia sería dejando que se copie la cromatina, dejando que se haga el ARN, que salga, que fabrique la proteína DUX4, pero bloquear esa proteína para impedirle que vuelva a entrar dentro del núcleo. Et l'année dernière, une équipe de chercheurs italiens a découvert qu'une hormone naturelle chez la femme, les œstrogènes, avait un rôle de ce type-là.
El año pasado unos investigadores italianos han encontrado que una hormona natural femenina, los estrógenos, tienen esa función de bloquear la proteína DUX4 fuera del núcleo. Et donc cela peut expliquer que, une chose bien connue depuis très longtemps, dans les familles atteintes de FSHD, les femmes développent la maladie en général 10 ans plus tard que les hommes. Esto puede explicar que en las familias afectadas por FSHD, en general, las mujeres desarrollan la enfermedad 10 años más tarde que los hombres. Donc elles étaient protégées par ces oestrogènes. Estarían protegidas por los estrógenos. Alors, la solution la plus belle, ce serait d'aller corriger le texte de l'ADN, d'aller enlever le signal poly-A qui stabilise le messager de DUX4. La mejor manera sería poder corregir el libro de ADN quitando esa señal poly-A que estabiliza el ARN mensajero. Et donc à ce moment-là, on pourra avoir du messager qui est fabriqué, mais ce messager sera instable et la protéine toxique ne sera pas produite. Volviendo ese ARN mensajero no estable y por lo tanto no se fabricaría la proteína DUX4. En conclusion, DUX4 est un chef fou. Conclusión. Il faut expliquer peut-être la petite joke. Donc en anglais, DUX, ça veut dire canard. En inglés, Dux es pato. Okay. Et donc voilà un DUX anglais, enfin américain, à Boston. Ahí hay un pato americano en Boston. Alors c'est Superman, mais incognito. Es Superman incógnito. Et très très grand, ça c'est moi là à côté. Y ella está ahí al lado con... Il active dans les muscles des gènes qui ne doivent être actifs que dans l'embryon. Y ya que ese pato activa en los músculos genes que solamente deberían ser activos dentro del embrión, hay que neutralizarlo, porque es un jefe loco y ella tiene un alfiler. Gracias. Bravo. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, le pasamos el micrófono para que puedan preguntarle a Alexandra. Buenos días. Me gustaría saber en qué punto nos encontramos en la investigación y cuál es el plan de futuro. Gracias. ¿De su laboratorio o en el mundo en general? Bueno. Sí. Ellos están bastante avanzados. Hay ahora mismo 6 grupos muy importantes que se dedican a la investigación, pero lo tienen todo un poco en secreto porque lo que saquen lo quieren patentar. Entonces, hasta que no estén seguros no dan la información. Y puede tardar eso 4, 5, 6 años hasta que aseguren la molécula y entonces dan toda la información. Se pasa, es que lo dijo ella el año pasado, que igual se pasan 6 años igual y de repente en un mes hay un avance tremendo, porque el laboratorio lanza el artículo y se sabe. Maintenant, les gens ont la cible qui est DUX4 et donc ça avance très vite. Que está el target, la diana, que es el DUX4, y esto permite testar muchas moléculas y avanzar mucho.
Muchas gracias. En el caso de que una persona lleve sin ponerse de pie esta enfermedad, creo que sus células las debe tener más que muertas. ¿Existe la posibilidad de rehabilitar algo? No se pone de pie. Está siempre en silla de ruedas. En el caso que cuando se encuentre una molécula que pueda bloquear el DUX4, ¿te refieres? A que si hay alguna esperanza de algo, en algún sitio, en su laboratorio, en donde fuere. A ver, entiendo que en el momento que se encuentre esa molécula que bloquee, si la musculatura que se haya atrofiado, se pueda, una vez que ya no esté con el DUX4 intoxicada, se pueda regenerar, es lo que pregunta. Sí, pregunto, como es una cosa de mucho tiempo, pienso que la degeneración será imposible o en el futuro puede ser posible. Futuro próximo, siendo viejo. Pues dice que no se sabe, porque en realidad no ha pasado nunca, ninguna persona ya se ha tratado, pero la esperanza es que en laboratorio, en las placas de Petri, en las placas de cultivo, el músculo sí que vuelve a engordar. Otro problema añadido es otro gen que acaban de encontrar, que es el DUX4C, que es como la imagen del DUX4, y que este impediría el desarrollo del músculo y habría que neutralizarlo a él también. O sea, no se sabe porque aún no ha pasado nadie que de verdad haya un tratamiento y pueda empezar a regenerar esa musculatura. Pero en laboratorio la fibra muscular sí que vuelve a coger volumen. Así mal, pero bien. Dentro de lo malo algo bueno. Están haciendo ahora ensayos con ratas de laboratorio en las que están inoculando el DUX4 para provocar la atrofia muscular y ver entonces si realmente el músculo regenera. Son ensayos que van a empezar con la rata. Es más que hace unos años, pero es poco. Es poco. Gracias. Una pregunta, ¿qué relación hay entre las... perdón. Espere, por favor, que si no, no le oyen. Sí, una pregunta. ¿Qué relación hay entre las repeticiones del D4Z4 con la afectación del DUX4? O sea, porque depende de las repeticiones del D4Z4, la enfermedad es más grave o menos grave, y eso supongo que tendrá relación con que hay, digamos, más afectación del DUX4. Han intentado relacionar siempre la cantidad de repeticiones, pero no conseguían. Y ahora lo que tienen claro es que lo que es importante, el número de repeticiones aumenta la apertura de la cromatina. Y a menos repeticiones se abre la cromatina. Y lo que sí que relacionan con el grado de afectación es la cromatina, el estado de la cromatina. Si está más alto. Ça peut être différent d'une personne à l'autre. Certaines personnes avec beaucoup de répétitions ont très exposées, comme par exemple les messages. Así, hay personas que con muchas repeticiones tienen cromatina abierta. Es el caso del tipo 2, FSH2. Yo creo que en realidad, por todo lo que he oído, no han hecho una relación clara. 3, tanto.
Et c'est vraiment la chromatine ouverte ou fermée. C'est ça qui est vraiment le plus important. Lo importante es que esté abierta o cerrada, para poder esa hebra poderse leer, porque está desnuda y ahí se puede replicar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? De encontrar el método, ¿esto sería un remedio o se tendría que hacer una intervención quirúrgica? ¿Cómo sería? Y si el laboratorio la va a producir, a donde trabaja la señora, o eso se tiene que vender a un laboratorio como Bayer o algo así, ¿no? L'idée, c'est qu'on va donner la molécule comme un médicament. Soit ça va être une piqûre, soit ça va être en avalant. Donc on ne sait pas encore très bien. Et probablement qu'il faudra donner plusieurs médicaments. Je crois qu'on va s'embarquer un peu comme pour le sida vers une trithérapie. On va devoir attaquer DUX4 à différents niveaux. Ellos lo que buscan son moléculas que o bien se den por vía oral o bien se inyecten, pero siempre sean moléculas que no una operación quirúrgica. Y están pensando que va a ser una multiterapia como el SIDA, y en concreto está hablando de 3 moléculas, que actúe cada una a un nivel. Y la molécula Notre laboratoire a développé déjà une molécule qui est un petit morceau d'ARN chimique qui va se coller sur le messager et empêcher la production de la protéine. Su laboratorio ya ha desarrollado una molécula que se bloquea, que se fija contra el ARN mensajero, el que sale del núcleo, y lo bloquea. Et donc notre université a obtenu un brevet européen et est en train de faire les démarches pour avoir un brevet américain pour cette molécule. Et donc nous espérons qu'une industrie pharmaceutique va être intéressée à prendre une licence pour essayer de fabriquer ça et faire des tests précliniques pour la toxicité et clinique. Así, su laboratorio ha desarrollado ya una molécula, ya tienen una patente europea, están en trámite de obtener una patente americana, y una vez que la tengan, que un laboratorio se interese por comprar la patente para ponerse a desarrollar y fabricar el medicamento. Perfecto. Pero siempre hay como un secretismo, eso, porque lo han desarrollado, y cualquier laboratorio es que les roba enseguida la información. Pero igual, de repente, en un par de meses, hay una molécula, hay ya un ensayo clínico y... Pero hay ensayos clínicos con personas, ¿no? Muchas gracias. No, todavía no. Solamente con animales. Tampoco es que la rata del DUX4 no lo expresa, entonces lo que se hace son el laboratorio, que quieren ahora empezar con rata inoculándole primero el DUX4 y luego viendo, pero como no se expresa de forma natural es un poco... Et il y a dans les derniers mois, dans les derniers 6 mois, il y a 3 laboratoires qui ont fait des modèles de souris transgéniques. En los últimos 6 meses hay laboratorios que han creado modelos transgénicos de rata, 3 modelos que sí que expresan de forma natural el DUX4, y ese modelo es el que van a empezar a probar las moléculas. Et aussi, il faudra écouter Keith tout à l'heure qui va parler d'autres molécules, d'autres médicaments potentiels. En ensayo clínico, la molécula que su universidad ha desarrollado, si obtienen la patente americana y un laboratorio importante, pues no sé, Bayer o no sé qué, compra esa patente, entonces ellos empezarían a hacer ensayos clínicos. Como ensayos clínicos está el de Aceleron, ¿no?, que ha obtenido el permiso para la segunda fase, y el de Montpellier, que es el que utiliza todos los antioxidantes. Que, bueno, et alors peut-être on peut dire aussi que le type de médicament qu'on a développé, c'est la
Gabriel, la molécula que ellos han desarrollado es de la misma familia que la molécula que la FDA, los americanos, la Alimentación y Drogas Asociación, consiguieron el permiso para la enfermedad de Duchenne el año pasado. Ah, qué bueno. La molécula de ellos es similar y por eso esperan que se la aprueben también. Te pregunto, no. Hola, buenos días. Quería preguntarle a la doctora si tiene conocimiento de la tecnología CRISPR/Cas9. Si es así, que se nos podría explicar un poco. Voilà, donc le CRISPR-Cas9, c'est une technique qui permettrait de corriger l'ADN en allant enlever le signal poly-A. Ou bien une variante de CRISPR-Cas9, donc une chose qui a été publiée, c'est de rendre la chromatine compacte. Et ça, c'est Peter Jones qui a fait ça, de l'université d'Arizona. Lo que hace esa tecnología es o bien bloquear el ARN mensajero quitando la cola esa poly-A, o bien a nivel de la cromatina compactándola. Esa tecnología se utiliza para investigar en esos dos sentidos. ¿Y ella qué piensa? ¿Y qué es que tú piensas de eso? Je crois qu'on est seulement au début du développement de la technologie CRISPR-Cas9. Je crois qu'il y a un potentiel extraordinaire. Ce serait vraiment d'aller corriger l'ADN comme vous corrigez un texte sur votre ordinateur, cut and paste. Et donc ce serait vraiment fantastique. La difficulté qu'il y a ici, c'est que c'est une maladie du muscle. Et le muscle, ce sont des longues fibres, je ne vous ai pas expliqué ça, je n'avais pas vraiment le temps. Ah mais j'ai la dia, je crois. Une cellule de muscle, elle a un très grand nombre de noyaux. Donc voilà le modèle qu'on a. Donc si on part d'un muscle, qu'on prend une biopsie, on va mettre la biopsie en culture au laboratoire. Et dans la fibre musculaire, il y a des cellules qui sont des cellules souches. Ella cree que tiene mucha potencial esa tecnología, pero estamos muy al principio y la técnica lo que haría, como en un ordenador, corregir un texto, ir a cortar y copiar. Lo difícil es la estructura del músculo en sí. La fibra muscular es una estructura muy alargada y si cogemos una de esas fibras, la ponemos en una placa de cultivo. Les cellules souches, qu'on appelle les cellules satellites, vont se réveiller et vont commencer à proliférer pour faire beaucoup de cellules de muscles. Las células satélite, que son las células madre que hay dentro del músculo, al poner esa fibra en cultivo, se despiertan y empiezan a reproducirse para fabricar muchas otras. Et puis ces cellules vont fusionner pour former une toute petite fibre musculaire qu'on appelle un myotube. Donc on obtient une cellule géante avec beaucoup de noyaux qui proviennent des cellules qui ont fusionné. Todas esas células se fusionan y el resultado es la fibra alargada que contiene muchísimos núcleos. Et donc chaque noyau, c'est une bibliothèque centrale avec une copie de la recette de DUX4. Si on veut aller corriger avec le système CRISPR-Cas9, il faudra aller corriger dans chacun des noyaux. Y cada uno de esos núcleos es el que tiene una biblioteca con la receta para fabricar, para copiar el gen. Si tenemos que ir a cortar y quitar, en cada uno de esos núcleos, de cada fibra, que son miles de núcleos en una fibra y son miles de fibras en un haz muscular y muchos haces para un músculo. Es ahí lo que ella encuentra difícil, llegar a acceder a cada uno de esos núcleos. Donc peut-être qu'on va développer, les chercheurs qui travaillent avec le système CRISPR-Cas9 vont améliorer encore leur technologie et que ça deviendra possible, mais aujourd'hui ce n'est pas encore assez efficace. Hoy todavía la tecnología no es suficientemente eficaz, pero que seguramente se va a mejorar.
Yo tengo dos preguntas. Sé que es difícil contestar. Aguarda. Puedes hablar por La última pregunta ya. Sé que es difícil contestar a mi pregunta, pero en su opinión, ¿cuál es una fecha realista en la que un paciente podría utilizar un medicamento? Y mi segunda pregunta es, ¿qué necesita usted para seguir investigando? ¿Necesita dinero, más estudiantes interesados en unirse a su equipo? ¿Necesita ayuda institucional? Y en relación a esta pregunta, ¿en qué medida podríamos nosotros ayudarla? C'est difficile de prédire une date. Je crois que Keith est optimiste, il propose 2023 peut-être. Oui. 6 ans. 7 ans. 7 ans. Encore 7 ans. Es difícil decir una fecha. Keith es optimista y piensa que dentro de 7 años podría haber una molécula realmente. Donc il y a deux catégories de médicaments. Il y a des médicaments qui sont tout à fait nouveaux. Ce sont des nouvelles substances chimiques, je vais dire. Et pour celles-là, ça va prendre plus de temps pour les faire accepter, notamment par la FDA. Et il y a des autres médicaments qui étaient des médicaments utilisés pour d'autres maladies et où on se rend compte qu'elles pourraient être utiles pour la FSHD. Là, ça peut aller beaucoup plus vite parce que ces médicaments, on connaît déjà leur niveau de toxicité, on sait quelle dose il faut employer, et donc là, les autorisations devraient être beaucoup plus rapides à obtenir. Hay dos categorías de fármacos, unos que son nuevos y tienen que pasar por muchos ensayos para determinar la toxicidad y que se aprueben, y otros que ya se utilizan en otras enfermedades y que se está viendo que podrían ayudar, y con estos sí que sería más rápido porque todas las pruebas y autorizaciones ya las tienen. Et parmi les chercheurs qui emploient les deux stratégies que j'ai mentionnées tout à l'heure, il y en a certains qui ont choisi de travailler avec des molécules qui sont déjà des médicaments pour d'autres maladies. Hay equipos de investigación que han elegido trabajar con esas moléculas que ya se conocen y ya las están probando. Mais le problème, c'est qu'une des molécules qui avait été trouvée, c'est l'équipe de Stephen Tapscott, est une molécule qui empêche la régénération du muscle. Donc elle bloque DUX4, ça c'est bien, mais elle empêche la régénération du muscle et ça ne va pas. Con una molécula que está probando el equipo de Tapscott, que ya se conocía, funciona bien porque bloquea DUX4, pero el problema que tiene es que impide la regeneración muscular al mismo tiempo. Bueno, una que no sirve, pero hay muchas. Bueno, ahora acabamos con la... Hacemos un descanso de 20 minutos. Tenéis